L'histoire de la vitesse, de la marche jusqu'à la fusée. L'histoire de la vitesse. Texte de Stéphanie Lédu et Stéphanie Frattini. Illustration de Jess Powers. Aller à vélo à l'école, en voiture au supermarché, en bus chez le docteur, rendre visite à papy en prenant le train, partir en vacances à l'autre bout du monde en avion. Se déplacer, pour nous, c'est facile et rapide. Mais, autrefois, tous ces véhicules n'existaient pas. Imagine, il y a 200 ans encore, on voyageait sur terre grâce aux chevaux et sur mer avec des bateaux à voile. C'était beaucoup moins pratique et beaucoup plus lent. Tu veux savoir comment les moyens de transport ont été inventés, comment leur vitesse n'a cessé d'augmenter? Alors, en route. Il y a 12 000 ans, pour bouger, nos ancêtres de la préhistoire n'ont que leurs pieds. Ils vivent en clans et se déplacent sans cesse pour chasser, trouver le meilleur campement pour l'hiver ou l'été. Comme ce sanglier est lourd, pour le porter à deux, les chasseurs l'ont suspendu par les pattes à une grosse branche. Aïe! Un blessé est ramené au camp sur un travois. Cette sorte de traîneau sert aussi à transporter les tentes, les affaires ou encore les malades et les bébés quand le clan se déplace. Les chemins n'existent pas. On longe les cours d'eau ou on se sert des sentiers créés par le passage des grands animaux. Le monde change. 6000 ans plus tard environ, les hommes habitent dans des villages. Ils ont réussi à capturer des animaux sauvages, puis à les élever. Voici les premiers animaux domestiques. Très fort, le bœuf aide le paysan au champ. Il tire une charrue, très simple, qui retourne la terre. Dans les plaines d'Asie, un peuple apprivoise le cheval. Sur son dos, c'est facile de surveiller un troupeau. Et au galop, on va 5 fois plus vite qu'à pied. En Afrique du Nord, l'âne porte des choses très lourdes sur des sentiers étroits. Pour voyager loin, vive le chameau. Il peut rester des semaines sans boire ni manger, en parcourant 40 km par jour dans les régions désertiques. Utiliser la force du bœuf pour tirer un char, c'est aussi une bonne idée. Celui-ci a des patins, comme un traîneau. Ce n'est pas encore très confortable. Il y a 5500 ans, attention, révolution. En Mésopotamie, une région du Moyen-Orient, on fabrique la première roue. Au départ, les roues sont taillées d'un seul bloc. Elles sont très lourdes et ne se réparent pas. On fabrique ensuite des roues faites de plusieurs morceaux. L'un d'eux se casse? Pas grave, il suffit de le changer. Enfin vient la roue à rayons, encore plus légère. Au fait, tu as vu? Les enfants mésopotamiens ont déjà des jouets à roulettes. La roue est une invention géniale, adoptée très vite en Europe, en Asie. Pourtant, en Égypte, 1500 ans après, on ne l'utilise toujours pas. Barque royale du pharaon, barque de pêche en herbe tressée, navire de passagers à rame et à voile, barge de marchandises longue comme 5 bus actuels. Pour transporter les pierres très lourdes, les hommes les font rouler sur des rondins de bois. Les marchandises circulent sur le Nil. Pour naviguer sur leurs grands fleuves, les Égyptiens construisent de magnifiques bateaux très variés. Les riches se promènent sur une chaise à porteur. Oh là là, quel bazar! À l'époque de l'Empire romain, il y a 2000 ans, les villes sont très encombrées. Il existe 15 sortes de chars. Lectica, litière à porteur. Biga, char rapide à 2 chevaux. Caruca, grand chariot couvert à 4 roues. Basterne, brancard porté par des mulets. Plostrum, chariot agricole. Carpentum, chariot léger à 2 roues. À Rome, la capitale, les véhicules n'ont le droit de circuler que la nuit. Dans la journée, on va à pied
ou si on est riche, on se fait porter à Langeais. Dans tout l'Empire, des milliers de kilomètres de routes sont construits. Larges et solides, les voies romaines permettent d'aller vite, plus de 70 kilomètres par jour, pour les chars légers transportant le courrier impérial. Et quand il y a un obstacle, pour que la route aille tout droit, on construit un pont. L'Empire romain est très riche, l'Empire chinois aussi. Entre les deux, il y a 7000 kilomètres, un long chemin, par où voyagent des tissus, des épices. Il faut près d'un an aux marchands pour parcourir cette route de la soie. Quelle chaleur en Arabie! Les chevaux ont du mal à avancer. À la prochaine étape, on les vendra pour acheter des chameaux. Rien de mieux que les yaks pour franchir les montagnes. Et plus le caravane est importante, moins on craint les brigands. Les voyages font naître les échanges entre les peuples. À chaque étape, on découvre des langues différentes, de nouvelles musiques ou d'autres façons de penser. Des belles romaines adorent la soie de Chine, mais elle est très chère. Les enfants croquent un abricot, le fruit d'un arbre lui aussi venu d'Asie. L'Empire romain disparaît. Au Moyen Âge, l'Europe est partagée en petits territoires ennemis. On se déplace moins. Ce paysan va parfois au marché de la ville voisine, mais il n'est jamais allé plus loin. Ce char lourd ressemble à ceux inventés il y a 1000 ans. Impossible de faire beaucoup de chemin avec un tel engin. Plus personne n'entretient les routes et les ponts romains. Tout tombe en ruine. Au secours des Vikings! Ils attaquent les villages côtiers et remontent les fleuves sur leurs dracars rapides et légers. Ces pillards venus de Norvège sèment la terreur. À la fin du Moyen Âge, on se sert des cours d'eau en guise de route. Certains bateaux très simples ne sont utilisés qu'une fois. Quand ils ont livré leur changement, on les démonte pour vendre leur bois. En bateau, les voyageurs, pour aller d'une ville à l'autre, on s'entasse dans les couches d'eau. Sur le chemin de halage, des hommes tirent un bateau à contre-courant, en hisse. Les écluses du canal réduisent la force du courant. En fermant ou en ouvrant les vannes, on fait monter ou descendre l'eau. Bien loin de là, l'Amérique est encore isolée du reste du monde. Certains peuples connaissent la roue, mais elle n'est utilisée que pour les jouets. Sur les routes en pierre de l'Empire Inca, on voyage avec son lama. Des coureurs se relaient tous les 2 ou 3 kilomètres pour porter des messages, qui peuvent parcourir 250 kilomètres en 24 heures. Le peuple Aymara navigue sur l'immense lac Titicaca, dans des barques de rosseaux tressés appelées totora. Les Indiens d'Amérique du Nord se déplacent à travers les plaines. Ce sont leurs grands chiens qui transportent leurs affaires sur des travois. Dans le Grand Nord, des Tuléens fabriquent des traîneaux en os de caribou. L'Omiak et le kayak, leurs bateaux, sont recouverts de peaux de phoque. Au XVe siècle, les Européens construisent un nouveau type de bateau, capable de traverser les océans. Avec ses caravelles, Christophe Colomb arrive en Amérique et Fernand de Magellan se lance dans le premier tour du monde. C'est l'aventure. Pour naviguer, les marins ont des instruments perfectionnés. La boussole, qui indique le nord, et l'astrolabe, qui permet de se repérer par rapport aux étoiles. Tiens, un cheval! Jusque-là, les peuples d'Amérique ne connaissaient pas cet animal. Ils le trouvent effrayant. Pourtant, les Indiens des plaines deviendront vite d'excellents cavaliers. Et les élèves, vous savez, pour les Indiens, je préfère qu'on dise les Indiens américains. Une chose est toujours vraie, partout dans le monde, voyager c'est long. Vers 1700, il faut encore 12 jours pour aller de Paris à Marseille.
contre 3 heures en TGV aujourd'hui. Chaque soir, la lourde diligence fait étape dans une auberge, après avoir parcouru 50 kilomètres à peine dans la journée. Dans cette berline à suspension, on est moins secoué. Mais pour en posséder une, il faut être riche. Poussez! Quand la voiture est embourbée, tout le monde descend pour aider, et les accidents ne sont pas rares. Cette drôle de voiture à barre est appelée une vinaigrette. Utilisée en ville, c'est l'ancêtre du taxi. En 1783 s'envole la montgolfière, gonflée à l'air chaud. Ses premiers passagers sont un canard, un coq et un mouton. Pas de danger? Des hommes s'embarquent à leur tour. Voici aussi le premier véhicule automobile qui se déplace tout seul. On fait bouillir l'eau de sa marmite. Elle se transforme en vapeur et sa force fait tourner les roues. Mais l'engin est très difficile à contrôler. Boum! Le charlière, elle est gonflée d'un gaz plus léger que l'air. Regarde, sa nacelle ressemble à un bateau. En ballant, on découvre la terre vue d'en haut. D'ici, les gens ressemblent à des fourmis. 50 ans plus tard environ, la première ligne de train est inaugurée en Angleterre. Pour faire avancer la locomotive à vapeur, on brûle du charbon. Sur les rails d'acier, le train atteint 40 km/h. Au début, les gens ont peur, ils trouvent cette vitesse incroyable. En première classe, les passagers sont abrités dans des wagons confortables. Mais en seconde classe, on reçoit toute la fumée. Mieux vaut mettre des vêtements foncés. Toutes les grandes villes ont bientôt leur gare. La verrière est très haute, avec des trappes qui s'ouvrent pour laisser échapper la fumée des locomotives. Une fois descendus du train, les piétons se faufilent comme ils peuvent dans les rues encombrées. Quel bazar! Voici les premiers transports en commun. Les omnibus à étages. De là-haut, la vue est jolie, mais on est drôlement secoué. Des milliers de chevaux tirent toutes sortes de voitures. La ville résonne du bruit de leurs sabots sur les pavés et l'air sent le crottin. Pour se déplacer seul, on continue à marcher. Mais voici qu'apparaît une grande nouveauté qui va vite faire des progrès. Premier essai, la draisienne en 1817. On l'a fait avancer en poussant avec ses pieds. Vers 1860, le vélocipède est équipé de pédales qui se trouvent sur la roue avant. On organise déjà des courses d'endurance à la vitesse moyenne de 12 km/h. Vers 1870, les riches se promènent sur un grand-bi. L'immense roue permet d'avancer plus vite, jusqu'à 40 km/h. À cause de leur robe, les dames vont à tricycle. Vers 1880, avec l'invention de la chaîne, plus besoin de roues géantes. À partir de 1890, avec des pneus équipés d'une chambre à air, le vélo devient confortable. Tout le monde en veut un. Au XIXe siècle, on essaye de gagner en vitesse, comme ici en Amérique, où les distances entre les villes sont immenses. La roue à aube de ces bateaux est actionnée par le vapeur. Ils remontent le fleuve Mississippi presque aussi vite qu'ils le descendent, pratique et très nouveau. Des milliers d'ouvriers construisent le chemin de fer, ces ponts, ces tunnels, il traversera bientôt le pays d'est en ouest. En attendant, les cavaliers du Pony Express se relaient jour et nuit pour transporter le courrier urgent. Encore un effort, les chariots bâchés qui partent vers l'ouest sont eux toujours très lents. Pendant ce temps-là, en Europe, on s'est lancé un nouveau défi, voler avec des ailes comme les oiseaux. En 1853,
George Cayley invente un planeur. Son pilote essaye une fois puis refuse de recommencer. En 1856, Jean-Marie Lebris réussit lui aussi à planer dans son Albatros. En 1891 et 1896, Otto Lilienthal effectue plus de 2000 vols planés. Hélas, il finit par se tuer. En 1897, Clément Ader vole avec un appareil à moteur appelé avion. Il a un petit air de chauve-souris, mais comme les autres engins, il ne s'élève qu'à quelques mètres du sol. Sur les routes, les inventeurs hésitent entre trois sortes de moteurs pour faire rouler les premières automobiles. L'obéissante fonctionne à la vapeur, pas très pratique, car il faut tout un système pour chauffer l'eau et stocker le charbon. Un modèle plus petit, la Mansell est quand même produit à 50 exemplaires. Les Champions sont alors les voitures électriques silencieuses et rapides. En 1899, la jamais contente dépasse 100 km/h. En 1886, Carl Benz construit une voiture à pétrole. À l'époque, ce liquide se vend en bouteilles dans les pharmacies. Dans le ciel, on fait aussi d'énormes progrès. Au début du XXe siècle, les frères Wright puis Alberto Santos Dumont inventent des avions dont on peut enfin contrôler la trajectoire. En 1909, Louis Blériot franchit la Manche à la vitesse moyenne de 64 km/h. Puis en 1911, Roland Garros traverse la Méditerranée. Dans les meetings aériens, la foule admire les avions biplans ou monoplans. Quelques femmes pilotes n'hésitent pas à tenter, elles aussi, les premières acrobaties. Quand le monde entrera en guerre en 1914, l'avion deviendra une arme pour mitrailler et lâcher des bombes. Pourtant, aucun avion ne peut encore traverser l'Atlantique pour aller en Amérique. Il faut embarquer à bord d'un paquebot. Le 10 avril 1912, en Angleterre, on fête le départ du Titanic, le plus grand et le plus luxueux de tout, pour sa première croisière vers New York. Avec sa solide coque en acier, on pense que le géant est insubmersible. Mais dans la nuit du 15 avril, le Titanic heurte un iceberg. Il coule au moins de 3 heures. Le naufrage fait 1500 victimes. Dans le monde entier, l'émotion est immense. Malgré les progrès techniques, la nature reste la plus forte. Nous voici en 1920 à Paris. On a le choix pour s'y déplacer. Pouet pouet, les conducteurs d'automobiles se faufilent fièrement entre les voitures à chevaux. Depuis 1900, on construit le métro qui réclame d'énormes travaux. Ce train souterrain plaît à tout le monde car il permet d'éviter les embouteillages. Comme le métro, le tramway fonctionne à l'électricité. Il ne fait pas de bruit et ne rejette pas de fumée. Pour monter sur la butte Montmartre, on prend la funiculaire. Les touristes l'adorent. Paris. L'ascenseur transporte les gens à la verticale. Révolutionnaire. Il permet de construire toujours plus haut la tour Eiffel à Paris et les gratte-ciel à New York. Les années 1920 sont aussi l'âge d'or du Zeppelin, un ballon dirigeable gonflé avec de l'hydrogène, un gaz très léger. Jusqu'à 70 passagers embarquent dans la luxueuse nacelle pour traverser l'Atlantique à 135 km/h en seulement 3 jours. Mais l'hydrogène est inflammable. À la suite du terrible incendie d'un ballon, on décidait d'abandonner les Zeppelins, trop dangereux. En 1927, l'Américain Charles Lindbergh franchit l'Atlantique en avion à 175 km/h de moyenne. 10 ans plus tard à peine, des compagnies aériennes transporteront du courrier et des passagers. Les États-Unis sont aussi le pays où la voiture devient la reine des transports. En produisant des automobiles à la chaîne, on peut les vendre moins cher. Chaque famille veut la sienne. De nouveaux modèles sortent sans cesse des usines. Pour que tout le monde puisse circuler,
On construit de nouvelles routes larges et goudronnées. On bâtit aussi de nouveaux quartiers situés en banlieue. Chacun prend sa voiture le matin pour aller travailler en ville, puis rentre le soir dans son pavillon, qui possède un garage où faire dormir son auto. Dans d'autres régions du monde, on n'a encore jamais vu d'automobile. En 1931, la marque française Citroën organise la Croisière jaune, une grande expédition de 13 000 km qui traverse l'Asie en empruntant l'ancienne route de la soie. Les voitures ont des chenillettes, pratiques pour passer partout. Oups, enfin presque. Sommet escarpé, panne, attaque de bandits. Rien ne manque à l'aventure qui dure presque une année. Dans les années 1950, le ciel se remplit d'avions. Chaque grande ville possède son aéroport. Le dimanche, on vient admirer en famille les décollages et les atterrissages. Les avions à hélice sont les plus grands, mais ils ne sont pas très puissants. Ils vont bientôt être remplacés par les avions à réaction, plus modernes et plus rapides, comme cette caravelle qui file à plus de 800 km par heure. Tu as vu? On y monte par l'arrière. À la même époque, il reste deux mondes à explorer, l'espace et les fonds sous-marins. C'est parti! Le bathyscaphe est une bulle d'observation qui emmène des scientifiques dans les fosses océaniques. Surprise, d'étranges animaux vivent ici. C'est une découverte. En 1957, une fusée russe lance le satellite Sputnik 2. À son bord se trouve le premier être vivant voyageant dans l'espace, tournant en orbite à 27 000 km par heure. La petite chienne Laika. 2 ans plus tard, des hommes marcheront sur la Lune. Toujours plus vite. Le Shinkansen japonais est le premier train à grande vitesse. Il existe depuis 1964. À 320 km par heure, ces voyageurs ont à peine le temps d'apercevoir le mont Fuji. Le TGV français, qui va à la même allure, est célèbre dans le monde entier. Le maglev, lui, n'en est qu'aux essais. Mais tu pourras sans doute l'emprunter quand tu seras grand. Ce train qui avance en flottant sur son rail grâce à des sortes d'aimants ira à 500 km par heure. Sur la route aussi, on a essayé de gagner du temps. Pour cela, on a construit un immense réseau de transport qui a transformé les paysages. Le viaduc est très pratique, il permet d'enjamber une vallée. Sur l'autoroute, on peut rouler très vite, mais l'emprunter, il faut payer. Le tunnel évite de contourner la montagne. Son percement est un travail énorme. Et là, tout en haut de la montagne, c'est une télécabine, un transport rapide par câble qui conduit les skieurs au sommet. Vroom découvre les engins qui ont battu des records. Avec ses 2 turboréacteurs, la voiture supersonique Trust SSC a roulé à 1227 km par heure, soit 1 km, le temps de compter jusqu'à 3. Sur un lac, l'hydroplane Spirit of Australia a atteint 511 km par heure. C'est lui le plus rapide sur l'eau. Le Blackbird est un avion espion de l'armée américaine qui a volé à 3529 km par heure. 431 km par heure, la Bugatti Veyron est la voiture de série la plus rapide. Avec une telle machine, on ne roule pas sur la route, mais sur un circuit. Et cette drôle de chose, c'est la Varna Diablo, un vélo. Il est allé à 132 km par heure, soit la vitesse d'une voiture sur l'autoroute. Sur les chantiers ou dans les mines, pas besoin d'aller vite, mais il faut être super costaud. Hop, d'un seul coup, la peloteuse soulève 90 tonnes de minerais, le poids de 15 éléphants. Il suffit de 4 pelotés pour remplir le camion, qui est aussi gros qu'une maison. Ici, en Australie, circulent aussi les plus longs camions. Ces trains routiers sont de vrais monstres de la route.
Regarde autour de toi, de nombreux objets sont fabriqués très loin, souvent en Asie. On les transporte dans des conteneurs, ces énormes boîtes de métal. Au port, les grutiers travaillent jour et nuit. Les conteneurs arrivent et repartent en camion ou en train. Les plus gros navires font la longueur de 4 terrains de foot et sont chargés de 18 000 conteneurs. Pour aller plus vite, d'autres marchandises voyagent en avion cargo. On peut même y faire entrer les morceaux d'un autre avion. Et si on retournait dans l'espace? Que de progrès depuis Laika! À 400 kilomètres au-dessus de ta tête, des hommes et des femmes travaillent dans la Station spatiale internationale. Pour monter et descendre, les astronautes voyagent dans des capsules Soyouz, d'autres vaisseaux non habités, y acheminent des provisions et du matériel. Cette fusée vient de décoller. Le sommet va se séparer et poursuivra sa route vers Mars pour y emmener un robot d'exploration. Un jour, l'homme ira là-bas lui aussi. Magnifiques les progrès technologiques, mais redescendant sur Terre. La majeure partie de l'humanité doit encore se débrouiller comme elle peut pour se déplacer. Ânes, bœufs, chevaux, chameaux, 400 millions. Magnifiques les progrès technologiques, mais redescendant sur Terre. La majeure partie de l'humanité doit encore se débrouiller comme elle peut pour se déplacer. Ânes, bœufs, chevaux, chameaux. 400 millions d'animaux sont employés au transport, et leur nombre augmente toujours. Sur leurs vélos bricolés, ces hommes livrent des montagnes de cartons ou d'objets. Imagine le poids! Pour réduire les coûts de transport, ces vieux camions sont surchargés. Gare à ne pas verser dans le ravin. Ce chauffeur propose aux passants de les emmener dans son autorickshaw. Son voisin, plus pauvre, pédale sur son vélo-rickshaw. Et quand on n'a ni animal ni engin, on marche. Ces femmes parcourent 10 kilomètres chaque jour pour aller au puits. Elles portent parfois 40 kilos sur la tête. Au fil de temps, un problème a surgi dans les villes, la pollution. Il faut utiliser au maximum les transports collectifs. Curitiba, au Brésil, le fait depuis les années 1970. De nombreuses villes du monde essaient de suivre son exemple. Un réseau très dense de bus propres relie tous les quartiers en un rien de temps. Moins pressé, on peut aussi rouler sur les pistes cyclables. Le cours de la ville est piétonnier. Les espaces verts sont nombreux. Ouf, on respire. Bus extra long de 270 passagers. Voie large pour les bus. Ancien tramway transformé en bibliothèque. Aujourd'hui, on cherche à mettre au point des véhicules moins gourmands en énergie, moins polluants, plus silencieux, plus sûrs. À quoi ressembleront les transports dans 100 ans? Peut-être à ceux-ci, qui sont déjà expérimentés: voitures électriques, trains suspendus, transport personnel, télécabines urbaines. Mais il est difficile d'imaginer le futur. En 1900, on croyait que les conducteurs d'aujourd'hui auraient des voitures volantes. Tout faux. Sur cette frise, l'échelle de temps n'est pas représentée tout à fait dans ses proportions réelles, car de nombreux moyens de transport ont été inventés ou perfectionnés au XIXe et XXe siècle. À présent, chaque fois que tu emprunteras un moyen de transport, tu sauras qu'il est le fruit d'une très longue histoire. Voilà les transports dans l'espace, voilà les transports dans l'air, voilà sur les rails, les grandes expéditions, sur les routes, sur et sous l'eau, on and under water. Fin.